Bonjour. Bonjour, mon pseudonyme c'est Télé Dégondé et actuellement je suis directeur de prod en tant qu'indépendant, mais je travaille régulièrement avec différentes boîtes et je fais également des vidéos d'humour sur YouTube. Depuis quand tu t'es lancé dans le métier d'indépendant en production? Eh bien, j'étais encore en CDI il y a 2 ans et j'ai après eu une année de pause où je cherchais surtout du travail. J'ai alors après commencé en tant qu'indépendant novembre passé, mais j'ai déjà beaucoup travaillé sur le terrain auparavant. D'accord. Et du coup, tu disais que tu étais en CDI avant aussi dans une boîte de production? Rien du tout, rien à voir avec ça. Dans une boîte de production, oui. Donc je travaillais pour Cobra et ça en fait pour mon stage j'avais rencontré un réalisateur qui s'appelait Will Mathès, qui est connu pour faire des films très polémiques et très compliqués. Donc pour communiquer avec les gens, c'est tout un art. Et alors après, en dessous de ça, j'ai signé un contrat là-bas et j'aimais beaucoup, mais en fait, j'aimais pas tellement et puis je suis parti. T'aimais beaucoup, mais t'aimais pas tellement. Ouh, c'est un peu ambigu ça. Bah dans le sens où les CDI c'est bien, c'est très stable, mais après à la fin ça devient très vite redondant et moi je suis quelqu'un qui aime bien le risque, découvrir des trucs. Manger des pâtes tous les jours. Donc voilà, Oh c'est waouh! pratique. La réputation déjà de ton métier là que tu donnes. Voilà, vous voulez Vous mangez manger des de la pâtes. merde, venez dans mon métier, c'est trop bien. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Eh bien donc moi j'ai fait des études de gestion de production à la HELB sur le site de la RTBF et donc dans l'option production on touche un petit peu à tout. Et il y avait d'abord l'option assistant à la réalisation qui est très fun où dans le sens tu diriges l'équipe et tu es un petit peu le chef d'orchestre on va dire sur le plateau, mais petit à petit en fait je me suis plus axé sur la direction de production parce que ça permet de travailler main dans la main avec les chefs de poste, de gérer plus de choses et aussi avoir accès à plus de projets et ça c'est plutôt cool quoi. Ici, tu m'as dit que tu travaillais dans plusieurs boîtes de production différentes. Et généralement, tu travailles plus sur genre, des films, des séries, du web, ou vraiment tu touches à tout. Eh bien, ça va vraiment de tout au tout. Je vais là où il y a du travail, donc ça peut très bien être, voilà, j'ai pas de race, j'ai pas de dignité, prenez-moi pour tout. Non, donc je veux dire, ça peut aller de la capsule vidéo jusqu'au moyen, voire long métrage, quoi. Et tu préfères quoi? Ça dépend des périodes. En fait, je crois que c'est pour ça que j'ai arrêté de faire le CDI, parce que le CDI, c'était presque tout le temps pareil. Mhm. J'aime bien parfois varier. Il y a des semaines où je suis plus d'humeur à faire des tout petits projets, des tournages donc qui durent 1 à 12 journées. Et parfois, il y a des moments où je suis plus chaud et je préfère faire des tournages qui prennent 2 voire 4 semaines. Ça dépend vraiment des opportunités ouvertes et de ce que j'ai envie de faire, quoi. Et du coup, c'est toi qui vas vraiment vers les boîtes de production. Euh, Comment ça se passe plus ou moins? Non, en fait, quand c'est tes débuts, tu dois courir vers toutes les boîtes de production et tout, mais avec le temps, à la fin, tu peux en fait juste faire ton truc et tu t'es créé un réseau et c'est plutôt eux qui font appel à toi, quoi. Mhm. Donc au début, vraiment, tu vas dans les boîtes, tu vois ce qu'ils te proposent, tu essaies de te vendre. Ouais. Mais maintenant, après, avec l'expérience, quand tu as déjà fait tes preuves, petit à petit, c'est eux qui viennent vers toi et qui savent ce que tu vas leur donner, quoi. Quels sont les avantages et les désavantages de ton métier? Les avantages et désavantages. Bah, je vais commencer par les avantages. Les avantages, c'est qu'on ne connaît pas vraiment une routine. Je trouve que chaque film, chaque projet est un peu une découverte, surtout si on varie bien. Donc, on rencontre beaucoup de gens. Le cinéma, pour moi, en fait, c'est surtout une rencontre. Et donc, tu découvres des nouvelles personnes et tu fais un accompagnement quand même pour des projets. Tu donnes forme à ça. Et j'aime beaucoup ce côté esprit d'équipe où on va tous se soutenir entre nous et trouver le meilleur moyen pour donner vie à la vision ou le rêve de quelqu'un. Ça, c'est l'avantage. Le désavantage, c'est qu'en même temps, quand tu donnes vie à un rêve, bah, c'est que dans un certain sens, tu le tues un peu parce que tu es face à la réalité de la chose. Tu vois qu'il n'y a pas l'argent nécessaire ou que les lieux dans lesquels tu veux tourner ne sont pas optimales et que donc tu dois négocier, trouver des solutions. C'est du challenge, donc voilà, je dirais que c'est
pas tellement un désavantage au final, parce que parfois tu dois utiliser de ta créativité en fait. Je crois que le titre directeur de production a une étiquette très marketing, très bureau, etc. Alors que non, Mhm. on est créatif, on est aussi des artistes, hein. On est, Bah, voilà, sans on fait des vous, trucs tout le reste se noierait, hein, en vrai. On va pas se mentir. ouais, bah, ouais, je sais que nous, on a un peu le côté costard-cravate, selon certaines personnes, froid, qui pensent qu'à l'argent, mais c'est pas vrai. Bah aussi, je dirais, le problème, c'est plutôt alors dans les phases de production. Enfin, Ouais. parfois, quand tu fais des longs projets, les phases de pré-production peuvent être très longues. Et donc, parfois, tu désespères. J'ai déjà eu des films, par exemple, où la phase de pré-production ont duré 1 an. Mhm. Et donc, c'est 1 an où tu tournes pas. Donc, quand tu fais une longue phase de pré-production, c'est parfois un petit peu désespérant, on va dire, parce que tu as l'impression que le film, il va jamais arriver. Et Ok. moi, je suis plutôt quelqu'un qui travaille bien sous une pression légère, donc je préfère avoir un délai limité, où on est productif, on travaille vite et on va assez vite, plutôt qu'une longue phase de pré-production, Mhm. où c'est chaque fois faire de longues recherches, faire beaucoup, beaucoup de paperasse, discuter avec des gens qui souvent n'ont pas envie d'être impliqués dans le monde du cinéma. Parce que dans le monde de la direction de production, ce qui est compliqué, c'est que tu dois contacter beaucoup de personnes qui n'ont rien à voir avec ce domaine. Quand tu veux Ah tourner ouais. dans une fabrique ou d'autres choses comme ça, et ils n'ont pas envie d'être abordés. Et tu dois alors tout le temps essayer de les charmer, les amadouer pour faire en sorte qu'ils veuillent bien contribuer au film, quoi. Perso, je crois que j'aurais pas de patience si j'étais directrice de prod. Bah, en vrai, ça se fait avec le temps. Moi, je crois que le gros truc qu'il ne faut pas faire, c'est la surpolitesse. Moi, j'ai été très bien élevé par une maman qui était très stricte à la maison, donc j'ai toujours appris à vouvoyer les gens, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un gros handicap, par exemple. Il faut jamais faire ça. Il Ah ouais? faut essayer de, au plus vite possible, tutoyer les personnes que tu abordes pour qu'elles se sentent le plus à l'aise. Et qu'à la fin, quand pour les tournages, tu leur demandes des services, bah, que ça, c'est plus l'air d'être le service que tu rends à un ami plutôt qu'à une grosse corporation avec qui tu n'as rien à voir. Donc moi maintenant, quand je contacte une personne externe, je vais plus essayer de faire en sorte qu'on va vite se tutoyer et de parler d'autre chose que seulement du tournage, qu'on puisse divaguer, que je puisse comprendre la personne, Mhm. sympathiser le plus vite avec eux pour qu'ils comprennent en fait que on est juste des êtres humains qui essayons de donner vie à un projet et qu'on n'est pas cette grosse boîte égoïste et tout. Et donc ça, c'est du travail, quoi. Ouais. Comment tu réagis lorsqu'il y a des imprévus qui surgissent lors d'une production? Donc comment je réagis quand il y a des imprévus, c'est ça? Oui, lors d'une production, parce que bah, il y en a souvent, j'imagine. En fait, il y a plus ça qu'autre chose. Les tournages sans imprévu, c'est pas des vrais tournages. Ben, du coup, en fait, ce que je fais en général, c'est j'essaye d'élaborer chaque fois une stratégie pour pouvoir trouver ça. Et souvent, on a pour beaucoup de situations, je me fais souvent beaucoup soutenir par le régisseur général qui est responsable de la sécurité sur le tournage, qui a toujours à gauche, à droite des plans de secours. Donc on a déjà des plans de secours qui sont mis en place au cas où. Mhm. Mais c'est très possible qu'en dernière minute, on a un désistement ou des choses comme ça. Dans ce genre de choses-là, en fait, je fais souvent alors un appel seul à seul avec le réalisateur et l'assistant réalisateur pour essayer de trouver la solution la plus rapide et surtout qui puisse plaire au réalisateur, surtout parce que c'est d'abord Ouais, son c'est ça. film. Euh, Il y a toujours des solutions, mais il ne faut pas qu'on trahisse l'œuvre originelle. Il ne faut pas que le réalisateur ait l'impression que son projet soit jeté à l'eau et qu'il puisse quand même avoir du plaisir à continuer à tourner la chose. Mais je crois que le plus important surtout, c'est de garder ça entre nous et de ne pas trop partager ce stress avec le restant de l'équipe. Ouais, sinon, Euh, là, ça explose, quoi. voilà, c'est ça. Moi, j'ai eu plein de tournages où souvent les gens disent waouh, mais ça s'est passé comme sur des roulettes, c'est trop bien. Et moi, j'avais envie de dire non, En fait, c'était la merde tout au long. Vous on avez pas vu ce qu'il y stressait. avait Ah ouais, derrière. exactement. Souvent, il y en a plein qui disent ouais, c'est bien. Et donc, je dis tout le temps non, écoute, le stress, c'est pour toi, toi et moi. Mais c'est notre secret. Et on trouve alors des solutions. Et une fois qu'on s'est concerté sur la solution adéquate, alors seulement là, on se concerte avec le reste de l'équipe et on communique pour pas créer 10 000 flux d'informations. Mhm. Mais on envoie un seul message
précis et concis et c'est fait, quoi. Ouais, parce que la communication sans tournage, c'est primordial, quoi. Ouais, bah, c'est pas pour rien que, enfin, les études de gestion de production sont une filière de la communication. C'est la politique less is more, donc moins c'est plus. Ou si tu envoies un seul message court, précis et concis, eh bien tout le monde est d'accord, il n'y a pas de souci. Si tu envoies à chaque changement de mood, ouais, en fait c'est ça, non, finalement c'est ça, les gens ils vont paniquer. Donc le tout, c'est vraiment de juste garder son calme, de regarder les options qui s'ouvrent à nous et avec l'expérience, on finit par se rendre compte qu'il y a toujours des solutions à n'importe quel T'as problème, déjà quoi. eu des productions qui ont tourné en fiasco complètement? Vraiment à mes tout débuts. Ah À ouais. mes tout débuts, encore quand j'étais en plein dans les études, mais sinon, non, des fiascos, je dirais plutôt des gens qui faisaient un peu les difficiles sur les tournages ou des imprévus, mais c'était jamais plus grave que bon, il y a une lampe importante qui s'est pétée sur le tournage, des trucs comme ça, mais franchement, c'est ça qui, je crois, est génial sur un plateau de tournage, c'est qu'on est quand même chaque fois une équipe, une 30 à 50 de techniciens, tous aussi brillants les uns que les autres, et on a tous envie d'améliorer le film, et on trouve toujours de fil en aiguille une solution, quoi. Ou au pire, on voit tout en post-prod, hein. Big up au monteur. J'ai failli te J'ai mon visage qui Ouais, commençait- ça c'est la Pardon. phrase à jamais dire à un monteur, on voit en post-prod, ça Je l'ai c'est dit vraiment souvent pour qui... dans mes tutos en mode non, vous oubliez cette phrase. Non, il faut prévoir, s'il vous plaît. Ah oui, qui dit voilà, l'interview est terminée, on parle plus avec ce mec, putain. On va la terminer là. Là, maintenant, c'est fini. Voilà, c'est fini. Est-ce que pour toi, donc, tu considères ta profession comme un métier très stressant ou justement pas du tout? Ça peut être très stressant, surtout quand on est au début, parce que quand on commence, on a souvent envie de faire nos preuves, envie de montrer de quoi on est capable, et surtout, on a tendance à ne pas oser dire qu'on est submergé ou qu'on a besoin d'aide. Mhm. Souvent, et ça, je vois ça souvent quand on a des stagiaires, la première chose qu'ils disent, non, c'est oh non, t'inquiète, non, je peux le faire. Il y en a, allez, très peu qui osent dire, je sais pas où je suis perdu. Et donc du coup, comme on n'ose pas le communiquer, alors on commence à beaucoup stresser, on part. Et moi, heureusement, justement, grâce à mon CDI, ça m'a beaucoup aidé dans ce domaine-là, parce qu'avant, j'étais quelqu'un qui travaillait 24 heures sur 24. Oh là Je là. m'arrêtais pas, je faisais tout pour le bien du projet. Et aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte qu'en fait, il n'y a pas à bosser aussi fort. Et à mon CDI, ils m'ont donné comme contrainte, ils m'ont dit non, non, tu travailles de 9 à 18, pas plus. Si tu n'arrives pas à caser ce que tu dois faire dans la journée de 9 à 18, ça veut dire que tu fais pas bien ton travail. Et au début, je disais, ils sont fous, mais il y a tellement de trucs à faire, je peux jamais terminer à 18 heures. Mhm. Et cette contrainte-là m'a permis de devoir tout caser dans ma journée et de travailler de manière beaucoup plus efficace. Et c'est là où, après, petit à petit, je me suis rendu compte que si on structure bien, qu'on fait les appels à l'heure, qu'on fait les dossiers facilement, bah, en réalité, Ça roule on tout peut seul, gérer, quoi. quoi. Ouais, ça roule tout seul, ça dépend du type de tournage, mais en tout cas, il y a certains types de tournage que je sais qui se passent presque les doigts dans le nez. T'en as d'autres où ça peut être stressant, mais l'important, c'est surtout de le communiquer, de parler avec les gens. Vraiment, de ne pas garder tout ce stress pour soi, parce que tôt ou tard, on peut cacher de la poussière sur le tapis, bah, à la fin, tu as un gros tas et ça, l'illusion ne fonctionne plus, quoi. Bah non, quoi. Il y a tout qui ressort. Ouais, c'est ça. Du coup, on parlait du fiasco et tu as une anecdote à me raconter. Vas-y, Bah, voilà. Tout oui. Donc, j'ai un moment travaillé, donc encore maintenant de temps en temps, où je travaillais en tant que directeur de prod pour des youtubeurs, pour certains projets. Donc, il y en avait un dont je ne citerai pas le nom parce que je suis professionnel et je respecte l'anonymat de mes clients. On devait faire un tournage en studio. Enfin, c'était les trucs typiques que tu vois, donc sur des fonds blancs infinis, tout ça. Mhm. Et le tournage s'était très bien passé. Voilà, c'est ça l'anecdote. Ah ouais, Non, regarde, non, franchement, donc, fiasco. Non, en fait, ça s'est bien Non, donc, passé. voilà, ça s'est super bien passé. Et donc, mais on avait un temps limité dans le studio. Et les gens du studio étaient vraiment absolument adorables. On a adoré tourner là-bas. Mais moi, je voulais absolument respecter le contrat. Donc, j'ai dit oui, voilà, on sort vite du studio et on fait le débrief à l'extérieur, en gardant le matos tous ensemble. Le problème, c'est qu'il y avait un des youtubeurs parmi nous qui avait sa petite amie qui l'attendait à la voiture, et j'ai fait l'erreur de ne pas
l'inclure dans notre groupe. Parce que je ne l'avais jamais rencontré auparavant, je ne savais pas du tout qui c'était. Et donc là, il y a eu un jeune qui s'est mis à lui tourner autour avec sa trottinette. Et le youtubeur s'est énervé, il a dit « Oh, ça c'est ma copine en fait, tu lui parles pas ». Mhm. Et le gars a dit « Oui, mais je fais rien, moi je la connais pas ta copine ». C'est parti de plus en plus en vrille. Et là, il y a le mec, donc le youtubeur qui était quand même un grand gaillard, et l'autre était un petit, et les petits nerveux sont souvent très dangereux, et il a dit « Ah ouais, c'est comme ça, attends-moi seulement, tu vas voir ». Et donc là, il n'a pas dit « tu vas voir », mais voilà, je sais qu'il y a peut-être des gens qui veulent pas être choqués, donc on va que parler en français soutenu, on va pas parler en hardcore, mais tu vas t'imaginer un gars de la street, quoi. Et donc le mec est parti... Même pas 2 minutes. Mhm. Et entre-temps, on disait, allez vite, on range le matos dans les caisses. Et la rue était une rue à sens unique. Et même pas 2 minutes plus tard, le mec s'est ramené avec 15 autres gars. De tous les âges, des mecs de 16 ans, un mec de 40 piges, voire 50. Ouais, ils sont venus. Et là, c'est parti totalement en vrille. Il y a une partie de l'équipe qui a dû partir en sens interdit. La fille, quand elle voulait partir, parce qu'en fait, dans l'embrouille, ce qui s'est passé, elle s'était mise à le filmer pour se défendre, et lui, il voulait absolument qu'elle supprime la vidéo. Elle refusait. Donc, le copain défend sa copine. Ça commence à partir en tabassage, parce qu'il court après le copain et il commence à le taper par terre. La fille veut partir avec sa voiture. Eux, ils jettent leur trottinette devant la voiture, elle ne s'est pas avancée. Et il commence alors à taper sur son véhicule, tout ça, ils lui font peur. Moi, j'essaie d'évacuer les personnes qui peuvent partir. Et puis on me rappelle pour demander de revenir parce qu'elle était restée bloquée là et la police était arrivée sur place. Et là, tout d'un coup, le gars s'est changé, a dit « Ah ouais, non, mais moi, j'ai jamais touché sa caisse, jamais. Non, moi aussi, je suis victime, je me suis fait agresser, nanani, nanana. » Et tous ses potes avaient disparu. Comme par magie. Ouais, voilà, comme par magie. Et donc là, voilà, ça a été une mauvaise expérience pour la plupart des gens du tournage. Un tournage qui se passe comme sur des roulettes. Nos invités qui flippent, qui voient des disputes, 15 personnes. Je sais qu'il y a un moment, qui avait balancé un spray à chien dans le visage de plusieurs personnes. Donc ouais, c'était grosse bagarre générale. J'avais très peur pour ma réputation à ce moment-là, surtout auprès de des personnes chez qui on a tourné. Et je me disais, mais plus personne va travailler avec nous, on va nous prendre pour des cassos qui ramènent juste des voyous dans le quartier, qui font des problèmes, mais finalement, les relations sont restées correctes. Et, ils ont bien vu que c'était pas votre faute, quoi. Ouais, on aurait pu améliorer le dispositif de sécurité, mais par exemple là, depuis, je suis très très vigilant, surtout quand je travaille avec des personnes qui sont célèbres. Et surtout quand c'est des personnes qui interagissent beaucoup avec leurs fans ou quoi, alors là, dès le lendemain, j'ai élaboré un document de dispositif de sécurité que j'applique à tous mes tournages, quoi. Oh, waouh. Ouais. En soi, la catastrophe a fait en sorte que les autres tournages se passent mieux en sécurité et tout ça, quoi. Ça, c'est la base. C'est la base des tournages, c'est l'apprentissage par l'erreur. Je crois que souvent... les meilleures décisions d'organisation qu'on prend, c'est basé sur des grosses erreurs qu'on a fait auparavant et des moments où on a raté des trucs. Et donc, pour être sûr de ne pas rater, on recommence et finalement, on peaufine. Mais des erreurs, on en fera toujours. Je ne peux pas te dire aujourd'hui que maintenant, tout se passe toujours bien. Il m'arrive encore de faire des erreurs, aussi surprenant que ça peut être. Comme tout le monde, on est humain. Voilà. L'important, c'est aussi surtout comment tu réagis par rapport à ces erreurs. Si maintenant, et aussi pour que tu puisses l'admettre tout de suite. Tu dis tout de suite aux gens, voilà les gars, j'ai fait une erreur, mais maintenant, quelles sont les solutions? Ou soit j'ai trouvé une solution, mais l'important, c'est d'avancer et pas de rester fixé ou de pointer du doigt, quoi. La prod. C'est bien le montage, en vrai. Moi, je suis bien. Il n'y a pas de drama de montage, un mauvais cut qui a été fait pour un film, et t'es là, what? Il y a ton nom qui a ça. Dans ce que j'ai fait, non, ça va, c'était plutôt chill. Ça va. Quelqu'un qui a fait un montage éclaté puis qui a collé ton nom dessus en disant ouais, c'est pas moi, c'est elle. Non, ce que j'ai déjà eu comme expérience, mais ça, c'était pas vraiment en tant que professionnel, c'était à l'école, où j'avais juste eu un étalonneur qui avait changé mon montage lors de l'étalonnage.
Oula, et qu'est-ce qui s'est passé Du coup, alors? je l'ai vu parce qu'il me l'a montré. Il fait oui, ça serait mieux comme ça, ta. Et moi, bah, j'ai ouvert ma gueule à tout le monde. J'ai fait, bah, j'étais pas d'accord. Du coup, ça a été jusqu'au prof, évidemment. Et ma prof de montage l'a appris, elle l'a défoncé. Ah ouais. Elle a dit, c'est simple, si tu remets pas le montage comme il était avant, en fait, je te fais doubler. Waouh! Ouais, ça a été long, Après, cette histoire. je crois que c'est ça aussi l'un des trucs qu'on a le plus appris dans le monde du cinéma, c'est que chacun sa place. C'est ça. C'est vraiment ça, c'est que moi aussi, je croyais au début, parce que je viens quand même d'une famille nombreuse où on va tous s'entraider un peu pour tout. Le tournage, c'est le contraire. C'est si quelqu'un signe une certaine responsabilité pour un tournage, c'est sa responsabilité. Et ça, parfois, il y a certaines personnes qui ont ça. Et c'est aussi mon rôle en tant que directeur de production de dire, voilà, cette personne a pris cette responsabilité et signe le truc en tant que ça. Même si tu crois que tu as une meilleure solution, c'est lui qui le signe et c'est lui qui sera inscrit dans le générique pour cette position-là. Donc, il faut que chacun assume son Et poste. puis, c'est un respect pour le travail de l'autre aussi. Ouais. Enfin, ça se fait pas. Moi, j'ai fait un certain montage. Et puis, sans te concerter, oh, j'ai modifié, je trouvais que ça donnait mieux comme ça, tu vois. Ouais, ça, c'est un peu insolent. T'es en mode, bah, merci pour mon travail, parce qu'en fait, ça a été réfléchi. Il y a tout un travail en amont avec le réal. Voilà, quoi. C'est là où le mec s'intègre lui-même dans le film et dit voilà, la perf de l'acteur n'était pas ouf, du coup je me suis mis moi parce que je joue mieux. Mais c'est ça. exactement, c'est tout à fait ça, je trouve. Bah, c'est le respect, voilà. C'est Ouais, tout, ouais. t'as ton taf, tu fais ton taf. Et... Non, vraiment, en se mêlant pas, moi, c'est pour ça que je me contente de dire tu valides ça? Ok, tu valides. Je donne mon point de vue surtout au réal. Au réal et à l'assistant réal, bien sûr, parce que c'est nos collègues, mais si maintenant c'est validé, quoi. Bah oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Ouais. Est-ce que t'imagines si après, tout le monde dit « Ah, moi, ça me fait pas ci, moi, ça me fait plein là », en fait, ton film, il ressemble à quoi? Déjà, c'est le film des réalisateurs. Ouais, bah aussi le problème, c'est que du coup, alors après, tu fais chaque fois des grosses réunions et en fait, ça devient des débats ouverts et du coup, il y a plus de J'ai eu structure, pour quoi. mon film de fin d'année, ça a été un peu le bordel comme ça. Je voulais aussi rebondir tout à l'heure quand tu parlais un peu aussi de l'organisation, que tu devais vraiment faire de 9 à 18 heures une journée. Oui. J'aimerais un peu parler de ton organisation, savoir comment, toi, en tant que de directeur-producteur, comment tu gérais justement ton organisation. Eh bien, en fait, ça dépend si je suis en pré-production ou en production. Les deux sont des phases très différentes. Donc, en pré-production, moi, ce que je fais tout le temps le soir avant de m'endormir, c'est m'écris une to-do list pour le lendemain. Et donc souvent alors, le matin, comme tout le monde, je crois, je consulte mes mails. Je check si maintenant des personnes avec qui j'ai dû prendre contact m'ont répondu. Je le communique du coup avec mes assistants de prod, à qui est-ce qu'ils devraient plutôt répondre en priorité. Et on commence la journée tout doucement. Ensuite, vers l'heure de midi, entre 10h et midi, c'est là où je passe plutôt des appels. Parce qu'à midi, souvent, c'est là où les gens sont en pause et c'est le moment où j'ai le plus de chances de les avoir. Donc là, je suis en mode call center. Souvent, j'ai mon casque sur la tête et j'écris déjà tous mes mails à l'avance de ce que je vais envoyer. Donc, je leur dis, voilà, écoutez, je vous appelle pour une raison un peu particulière. J'ai tel ou tel projet qui est en voie et nous aurions besoin de vous. Ce serait très sympa si vous pourriez consulter. J'essaye d'un petit peu de mettre en avant surtout le projet et la plus-value qu'ils peuvent apporter à ce film pour montrer quand même qu'il y a un certain mérite à ce qu'ils font. Et souvent, les gens n'ont pas le temps et moi, je dis, écoutez, est-ce que vous avez une adresse mail ou quoi sur laquelle je peux vous contacter? Et dès que l'appel est terminé, je leur envoie le mail. Comme ça, tout est fait. Et une fois que ce temps de contact est terminé avec les gens, c'est là où l'après-midi, je vais plutôt déléguer à mes assistants de prod ce qu'ils doivent faire pour le lendemain. Donc là, alors, on va faire une réunion. La réunion commence en général à 13-14 heures. Et on va donc discuter de ce qui a été fait, ce qui n'a pas encore été fait et quelles solutions. Et chacun alors aura sa section différente à gérer. Et moi, alors après, je vais attaquer des gros dossiers, c'est-à-dire le devis, qui n'est
fin n'est jamais stable, où il y a à chaque fois plein de versions qui en sortent, même si après un moment, tu es obligé de sortir une version officielle. Et donc là, tu checkes chaque fois, est-ce qu'on a assez d'argent pour ci, ça, etc. Et tu crées plein de dossiers, tu demandes plein de choses à certaines personnes. Ça, c'est pour la pré-production en tout cas. Et quand on se rapproche de plus en plus du tournage, là, alors je vais commencer à communiquer aussi l'après-midi avec les chefs de poste, euh, un à un. Moi, ce que j'essaye de faire chaque fois, c'est je dédie une journée à chaque chef de poste. Avant, je faisais ça par heure, mais c'est trop compliqué. Je dédie une journée à la lumière, une journée à la régie, une journée au son. Et comme ça, on fait des tournantes. Et une fois que ça prend plus ou moins forme et que chaque chef de poste est plus ou moins content, c'est là où je commence à faire des réunions avec plusieurs chefs de poste ensemble pour qu'ils se concertent en eux, se mettent d'accord et tout. Et là, c'est des discussions. C'est la phase que j'aime bien parce que c'est beaucoup de travail ensemble, mais en même temps, c'est compliqué parce que les chefs de poste, dépendant de leur expérience, t'en as certains, souvent les plus jeunes, sont très ambitieux, ils veulent juste chaque fois avoir le matos le plus cher, le truc idéal, optimal, font les compliqués parce qu'ils veulent avoir telle bague optique, avoir telle caméra, et que moi je dis bon, il faut trouver un compromis entre qualité et choses qui sont au service du film, et des trucs qui peuvent être beaucoup trop chers. Et écoutez, moi je préfère de loin avoir une équipe qui est bien nourrie, qui est bien heureuse sur le plateau, et avoir des caméras d'une qualité un peu moindre ou un éclairage un peu moindre, et avoir tout le reste qui va bien, plutôt qu'une équipe qui crève la dalle avec un matos de dingue. Et ce que je remarque vraiment, les seules choses sur lesquelles allez, où je me focalise le plus, c'est plutôt les acteurs et les décors. Parce qu'on peut avoir les meilleures cams du monde, on peut avoir le meilleur éclairage du monde. Si ton décor n'est pas terrible, c'est pas ouf. Ouais. Et même des mauvais acteurs sur un chouette décor, bah, ça reste toujours joli à regarder. Mais bon, c'est pas le but. Non, on va quand même miser sur les acteurs quand même, mais voilà, je préfère mettre l'argent dans les décors, quoi. Des fois, je trouve que t'as pas besoin d'avoir du bon gros matos pour avoir quand même de la qualité, je trouve. Et comme tu dis, bah, les décors et les comédiens, c'est plus important que... oui, il faut avoir un bon matériel, je dis pas le contraire, mais je trouve que des fois, tu peux avoir une bonne, vraiment qualité avec le minimum, quoi. Oui, mais surtout qu'on bosse avec petit à petit des boîtes qui ont déjà un certain matos, et en général, ils ont déjà leur cam, c'est plutôt les bagues optiques qui dépendent de la longueur focale nécessaire pour le tournage, mais ça, voilà. C'est souvent des discussions, mais j'essaye vraiment de plus en plus de garder ces discussions seul à seul. Et quand je vois qu'on tourne trop autour du pot, bah, moi, je fonctionne beaucoup sur l'époque. Donc l'époque, c'est les proof of concept. Juste montre-moi à très petite échelle si ça fonctionne et pourquoi ça en vaut la peine qu'on dépense autant d'argent. Si maintenant, le réal, moi et le producteur, ou les producteurs, on est d'accord, bah, on y va. Sinon, bah, on trouve une autre solution et tant pis, quoi. L'important, c'est le collectif. Alors, combien ça te prend? Plus ou moins, évidemment. C'est toujours une estimation. Combien de temps ça te prend de faire une production? J'imagine que ça dépend aussi, c'est pourquoi, si c'est pour un web ou... Ça dépend énormément. Il y a, je dirais le minimum, c'est une semaine. Il y avait un moment où j'avais un rythme très très élevé quand je bossais avec des youtubeurs, où je faisais de la pré-prod la semaine et on tournait le week-end. Et donc c'était très difficile parce que chaque fois pendant les tournages, je devais déjà être occupé à faire la pré-production du prochain et tout. Bien sûr, c'est pas des grosses productions, mais c'était H24. Et souvent, tu prenais les gens sur le qui-vive. Tu les contactais le lundi et tu disais « Ouais, voilà, bonjour, vous me connaissez à peine, mais j'ai envie de tourner chez vous ce week-end. » Et donc le mec fait souvent « Oh !» Mais finalement, ça allait, quoi. Mais c'était assez rustre, on va dire, comme rythme. Et après, ça dépend si c'est un court, un long, un moyen métrage et tout, et aussi surtout du type de projet. Si c'est un projet pour lequel on a l'habitude, ou c'est beaucoup, je veux dire, en studio ou avec d'autres boîtes
avec qui on a l'habitude de collaborer, ça va assez vite. Si c'est un tournage comme ceux de Will Mathès, par exemple, qui sont des tournages beaucoup plus, on va dire, controversés, ou par exemple, je pense à un tournage qui parlait d'un féminicide et lui, il avait envie de réinterpréter la chose où il voulait dire que l'homme l'avait tuée par amour parce qu'elle voulait se suicider. Le problème, c'était que c'était un véritable féminicide. Et donc, le problème que ça englobe, c'est qu'on touche du coup à des faits réels. Les sources d'information, donc les personnes que tu vas interviewer ou questionner par rapport à ça, veulent peut-être pas nécessairement être impliquées au projet si ça va démontrer la réalité d'une certaine façon. Et pour ça, il faut trouver des lieux, trouver des preuves, etc. Et ça peut prendre énormément de temps. Ouais. Donc vraiment, le minimum c'est une semaine, mais comme j'ai dit là tout à l'heure, une pré-prod, ça peut parfois prendre 1 an pour faire des proof of concept, tester et tout. Et ça dépend aussi de l'équipe, de la dynamique de l'équipe. Tu as une équipe qui a l'habitude de faire des publicités, des clips, ils vont souvent très vite. Tu en as d'autres, ils sont vraiment beaucoup plus posés, ils veulent expérimenter, se libérer. Enfin, directeur de production, tu dois beaucoup t'adapter aux différents profils que tu rencontres, quoi. Je suis bien en montage, moi. En fait, je te donne de moins en moins envie. Je disais, bon, Tu ouais. me donnes pas envie de faire de la prod, même si j'en fais un peu, puisque je prévois mes interviews, bon, un peu plus dans le rush des fois, parce que voilà. Mais sinon, je suis en mode, la prod, c'est tellement réfléchi, tellement... faut Je te vois zen, déjà je la trouve. fin. Ouais, bon, et ton métier de merde. C'est pas... Non, mais moi, pas du tout. Moi, je suis plutôt... J'honore un peu les gens qui sont dans la prod, parce que, enfin, faut de la patience, je trouve que c'est quand même très stressant. Donc, tu dois rester calme, posé. Tu vas dire, bon, c'est pas grave, on va trouver une solution, nanana. Puis, tu as le côté aussi devis, budget et tout ça. Et ça, moi, je suis en mode... je respecte ça, tu vois. Mais ça, on va dire, l'avantage du CDI aussi, c'est que tu bosses avec des habitués. Donc à la fin aussi, au fur et à mesure, tout va de plus en plus vite. Tu n'as pas besoin de redemander 10 000 devis et tout à tes assistants ou aux chefs de poste pour ce qu'ils ont envie comme matos. Parce qu'à la fin, en fait, tu sais, tu dis voilà, on refait comme l'autre fois, ok, donc je reprends le même matos. Ah, tu veux modifier tel ou tel truc? Ouais, un micro en plus, ouais, une light en moins. Et petit à petit aussi ta relation avec les fournisseurs. Tu commences à les connaître. Voilà, tu commences à les connaître et donc petit à petit tout va comme sur des roulettes et c'est comme un lundi quoi. Ouais, mais là, t'es indépendant, tu vas de A à Z. Ouais. Donc c'est là ouais. que moi, je suis en mode... J'aime bien rencontrer des gens. J'aime bien le goût des risques. Mais j'en ai vite marre aussi, donc je dis très vite au revoir. Ah ouais? Non. Au revoir. Au revoir, bah voilà. Allez, bon, moi c'est j'en ai une marre. musique, Mais du coup, voilà, sache que je dis pas que je n'aime pas ton métier et tout ça, mais juste que je trouve ça plutôt... C'est après quand je pars où elle fait. Y a-t-il une personne ou un film qui influence aussi ton travail, ta manière de fonctionner Ah, j'ai cru que tu allais me demander, genre les comédiens, y a-t-il une personne sur qui t'as des vues? Alors oui, c'est le gars là-bas, il me regardait. Ah. Dans tous mes devis, je mettais un petit cœur en dessous. Je t'aime bien, je mets un cœur. Toi, Voilà, tu es à la TVA de mon devis. Non, mais une personne qui m'influence dans mon travail, tu vas dire pas tellement. Je crois que c'est vraiment des séries de rencontres que j'ai faites dans ma vie où j'ai vu un petit peu comment est-ce que les gens faisaient, quel système fonctionne. Et je crois que l'important aussi dans mon domaine, c'est de rester ouvert, d'accepter qu'on ne sait pas tout et qu'on peut toujours améliorer la machine. Parce qu'on a tendance à se dire, voilà, moi j'ai l'habitude que ça se passe comme ça. Et donc c'est plus évident pour nous, mais peut-être que c'est parfois pas optimal pour un autre. Donc il faut pouvoir faire un travail d'adaptation et faire de la rétrospective sur soi. Mais c'est plutôt un collectif. Il n'y a pas une personne en particulier qui m'influence. Comment vois-tu l'évolution du secteur de la production pour ces prochaines années? Oula, c'est fini. C'est fini. Développe quand même. Il n'y a plus de production, les gars, c'est fini. Plus de films, plus de séries, plus de vidéos YouTube, fini. Non, en fait, on va dire que aujourd'hui, on a de plus en plus de formats assez courts qui viennent, donc c'est ça qui est bien. Il y a à boire et à manger pour tout le monde. Ils se diversifient très, très fort aussi.
Aujourd'hui, dans le monde de la production, on s'est modernisé avant. Enfin, je crois qu'on est tous allés en école de cinéma pour faire le cinéma avec un grand C, les gros trucs. Ça, c'est pour Puis, nous vendre du rêve, hein. On sait tous qu'on finira pas à faire des grandes productions, des trucs comme ça. en fait, Faut être réaliste. bah, du coup, en fait, finalement, je crois qu'il va de plus en plus se diversifier, qu'on va devoir avoir de plus en plus de formats courts et que les choses vont devenir de plus en plus évidentes et moins formelles. Mhm. Je crois que parce que, bon, on fait beaucoup de documents, mais c'est pas les documents qui font nous de la force. Maîtriser Excel euh, et comment fonctionne un devis, tu peux l'apprendre à quelqu'un en une après-midi. Je crois que c'est vraiment plus le contact humain qui change, qui évolue, les médias aussi qui sont beaucoup plus rapides, la demande qui est plus rapide, donc où on va augmenter en efficacité et en travail avec les gens, le fait de plus centrer les choses. Il y a plein de plateformes aussi que je vois pour centraliser l'information qui deviennent de plus en plus fortes. Mais aujourd'hui, je suis assez partagé. Je ne sais pas si l'intelligence artificielle va faire en sorte euh, qu'elle va faire tout le sale boulot et que nous, on va que être, aller faire de l'humain et faire quelque chose de chouette. Mhm. Ou soit qu'elle va juste reprendre tout le boulot et que nous, on va juste être des consommateurs. Ça, je ne sais pas. Ouais, ça, c'est le gros point d'interrogation. Voilà, c'est ce qui fait peur à tout le monde. Mais ou peut-être que ce qui est bien, c'est que peut-être que vu qu'elle va se perdre dans tout ce côté mercantile, on pourra juste faire ce qu'on veut en fait. Mhm. Et plus se prendre autant la tête de ouais, les producteurs veulent qu'on fasse ça, 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 puisqu'ils auront quand même de l'IA qui feront tout à leur place et on pourra faire des films parce qu'on aime en faire. Et les regarder tout seul à la maison. Tout seul. Enfin, avec des copains. Ah, quand même. Mais ouais, voilà. Enfin, je sais pas. Toi, tu t'en penses quoi? Moi, en fait, j'espère plus que, en fait, il va y avoir une cohabitation entre nous dans nos métiers et l'IA, et que l'IA va être plus une aide que va vraiment supprimer nos métiers, tu vois. Ça, c'est ce que j'espère vraiment, mais il faut pas trop rêver non plus, quoi. Bah, l'idéal, ce serait si maintenant on légifère l'IA, mais il faut le faire maintenant et assez vite parce que on est toujours en retard par rapport à tout qui se fait sur Internet. La loi a du mal à suivre. Ouais, Peut-être ouais. qu'elle avancera plus vite si elle travaille avec de l'IA. De l'IA pour contrôler de l'IA, et oui, effectivement, mais je crois qu'après, on aura beau mettre des clauses, tout ça, si maintenant l'être humain est capable de faire quelque chose, je crois qu'on va quand même s'en servir, Ouais, ouais. que ce soit légal, illégal, je veux dire, le streaming c'est illégal, Et mais comme pourtant, c'est plus facile, eh ben, je paye quand même tout sur Crunchyroll pour regarder mes animés. Donc en fait, non, mais voilà, les gens continuent quand même le streaming, tout ça, parce que c'est plus facile. C'est comme le dit la méchante dans Les Indestructibles, hein. Ça peut être nul, mais si c'est pratique, les gens le font. bah ouais, c'est ça le problème. Ouais. En tout cas, dans le domaine du doublage, il y a beaucoup de comédiens qui ont très très peur par rapport à l'IA qui les remplace. Mais d'un autre côté, là, il y a beaucoup de gens, dès que c'est fait à l'IA, qui disent, qui se battent, qui montrent leur mécontentement et qui sont quand même, bah, tu sens qu'il n'y a pas les sentiments encore assez forts dans la voix qui est reproduite par l'IA que par rapport à un comédien qui le joue, tu vois. Mais Ouais. ça commence à devenir vraiment très, très ressemblant quand même. Je crois que peut-être que notre truc va devenir plus de niche et plus va se snobiliser peut-être, je sais pas. Mais je veux dire, quand par exemple les gens se déplaçaient tous à cheval Mhm. et qu'après il y a eu les voitures, et ben il y a toujours de l'équitation, mais Ouais, c'est pour c'est un un certain groupe de personnes. sport, quoi, ouais. Pareil, on tape tout à la machine, mais il y a quand même des gens qui font de la calligraphie toujours parce que c'est vu comme Ils joli, aiment donc ça ça. va être peut-être plus limité, plus difficile d'accès. Mais je crois que vraiment, il y aura encore des gens qui referont du cinéma pour le plaisir des tournages. Parce que comme je dis, moi, il y a beaucoup de films où le film en soi ne m'a pas énormément inspiré, mais les rencontres que j'ai fait dedans, les choses que j'ai apprises dessus, ça, Mhm. ce sont des choses que je vais chérir toute ma vie, quoi. C'est sacré, quoi. Ouais. L'IA, tu ne crées pas des souvenirs avec eux. C'est la vérité, mais c'est beau, c'est beau Peut-être qu'ils ce que pourront tu dis. mettre une puce dans nos cerveaux et puis après, Oh là je là. ne sais pas.
Oh mon Dieu, ça va. Mais Vraiment tu le sais truc qui qu'il y déprime a tout des le monde. gens qui essayent ça maintenant de faire des puces pour les cerveaux et tout ça. Oui, 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 j'ai vu. Donc ça commence à... Oh là là. Quels sont les outils que tu utilises pour la production? Donc bon, imaginons... Enfin, on a Excel, évidemment, comme Oui. tu l'as mentionné tout à l'heure. Moi, c'est principalement Excel, c'est génial. Tu peux faire vraiment tout. Je crée dessus les plannings, les devis, les euh, plans de financement. Même parfois, je fais vraiment presque tout avec Excel. J'utilise aussi parfois Word pour faire certains dossiers euh, et Acrobat Reader, mais ça, c'est en principal. Mais aujourd'hui, de plus en plus, Mhm. avant, j'utilisais des fiches pour communiquer à l'équipe. Et aujourd'hui, je vois que les gens sont plus rassurés quand on colle un visage. Donc, de plus en plus, je fais des petites vidéos de moi explicatives. Mais non. Ouais, ouais, ou par exemple, j'avais commencé ça quand je bossais avec des youtubeurs où je me suis dit, tiens, bon, ils voient pas trop ce que c'est qu'une feuille de service, les devis, tout ça. Ils ont l'habitude de juste faire les choses spontanément, de se donner Mhm. rendez-vous par WhatsApp. Et je crois que c'est dommage de tuer cette dynamique et de dire à des gens qui ont une dynamique assez moderne, de dire voilà, maintenant on travaille avec des documents rigides, noirs et blancs. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une version modèle, enfin vidéo. Et donc j'envoie toujours les deux, hein, parce que j'imagine que quand ils sont perdus sur le tournage, ils ont pas envie de regarder à nouveau une vidéo de 2 minutes et dire allez, c'est quand il passe au passage, je galère, là je vais perdre. Mais Mais voilà, ouais, je fais de plus en plus des vidéos explicatives où j'explique ça aux gens, comment ça fonctionne. Et puis ça fonctionne très bien aussi comme ça, quoi. Ouais. c'est une bonne idée en vrai. Mais l'outil principal vraiment pour un directeur de prod, c'est pas tellement les documents. Les documents, vraiment, ça prend peut-être beaucoup de temps, mais c'est les éléments inclus dedans qui prennent beaucoup de temps à trouver. Faire un devis théorique, ça te prend même pas 1 heure. Mais c'est le fait de pouvoir contacter les gens, d'avoir une bonne relation avec eux, d'avoir une bonne cohésion de groupe dans l'équipe, de satisfaire en même temps le réalisateur et de en même temps trouver un truc vivable et abordable Mhm. qui est compliqué. Donc moi, pour moi, vraiment, le plus gros outil, c'est notre esprit, notre démarche dans ce qu'on fait et surtout la communication, comment est-ce qu'on communique avec les gens et surtout bien sentir l'énergie des gens aussi. Ça, c'est très important dans notre domaine, c'est de tout de suite voir, ok, attention, ça c'est une certaine personne avec qui il faut être très carré, non, ça c'est une personne avec qui il faut être très relax pour qu'elle se sente à l'aise. Et comme ça, alors après, petit à petit, on ajoute chaque pièce du puzzle pour en faire un truc joli, quoi. J'aime bien tes fins d'explication à chaque fois. Ouais, c'est à force des c'est vidéos beau. YouTube où je fais chaque fois des conclusions à la fin. Je suis trop en mode, je suis ça, plus le être moi, putain. Il y a plus de moi, il y a que télé dégondé, c'est fini. Voilà, c'est un ça. passage. Allez, et abonnez-vous à la chaîne. Non, je recommence, merde. Juste parenthèse, comme souvent c'est des gens qui ne connaissent pas trop le métier, qui regardent les vidéos, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est une feuille de service? D'accord, une feuille de service. Donc en gros, la feuille de service, c'est le programme de la journée, tout comme étant le contrat. C'est en fait une feuille sur laquelle il y a toutes les informations nécessaires, c'est-à-dire les personnes de contact, les horaires, les lieux où on tourne, le parking, là où se place le maquillage. C'est une façon de condenser toute l'information pour permettre à chaque membre de l'équipe, que ce soit des bénévoles ou des personnes externes, de savoir tout ce qu'il y a à savoir sur cette journée, quoi. Alors si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui aimerait se lancer dans ce métier, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Vraiment de commencer très très petit et de ne pas d'être trop ambitieux au début parce que je crois que l'erreur que fait tout le monde c'est de vouloir faire quelque chose de très grand, très ambitieux et puis souvent on est très fort découragé parce qu'on a beaucoup de responsabilités d'un coup, on ne maîtrise pas ce qu'on fait. Ça peut commencer vraiment tout seul, même limite presque avec une vidéo de vacances, ça a l'air débile, mais essayer de faire un beau vlog de vacances bien carré, ça demande déjà une production assez conséquente et graver l'échelle petit à petit et surtout demander de l'aide tout le temps aux gens. Parce qu'en vrai, ce qu'on fait en tant que directeur de production n'est pas magique. C'est littéralement contacter les personnes compétentes quand on ne sait pas. Et c'est prêt tout le temps, ah moi ok je maîtrise pas la lumière, directeur photo, dis-moi quoi faire et tout. Et nous la seule chose qu'on fait c'est négocier pour trouver un prix ajustable et bien sûr avec le temps prendre l'expérience, mais c'est vraiment que ça. Et donc la personne qui débute,
Vraiment faire confiance au temps, faire confiance à l'expérience et beaucoup observer les personnes en travail. Je dirais, faites pas mal de stages. C'est un peu grave ce que je vais dire, les fameux stages où on est payé en expérience. Bien sûr, on a envie d'être rémunéré pour notre travail, on en a marre de faire, mais même, dites-vous, voilà, vous venez, vous n'apportez pas le café, rien du tout, mais vous êtes sur place et vous apprenez, vous vivez les galères avec eux, mais comme ça, vous observez, vous apprenez, quoi. Ok. Maintenant, nous allons passer dans une autre partie parce que j'ai entendu dire que tu faisais du dressage pour chiens. C'est qui l'a dit? Qui l'a dit? Qui m'a trahi? Toi-même. Le yin! Non. C'était pour des films en plus. Oui, oui. Est-ce que tu aurais des petites anecdotes à nous raconter? Pourquoi tu as envie de te lancer là-dedans? Pourquoi le dressage canin pour les films? Eh bien, en fait, ça avait commencé dans le Covid. Où du coup il n'y avait rien à faire et donc je me suis mis petit à petit à doxiter des chiens jusqu'à après les dresser. J'avais aussi appris du coup d'une dresseuse professionnelle qui s'appelle Hélène qui m'avait un petit peu appris les rudiments et c'est vraiment surtout en pratiquant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des livres etc. Mais moi je commençais à discerner de plus en plus les choses en pratiquant avec elle et c'était un camarade de l'école qui cherchait des chiens pour un tournage, qui avait demandé, donc je l'ai fait venir pour un film et de fil en aiguille, de plus en plus de personnes me contactaient pour faire des chiens dans des films ou dans des vidéos YouTube ou des choses comme ça. Et comme ça, du coup, je me suis intégré avec les chiens dans le cinéma et j'aime beaucoup ça, quoi. Oh, bah, c'est très chouette. Mais oui, ça doit être une expérience et tout. En vrai, une fois, j'aimerais trop te voir faire ça. Dresser un chien pour le cinéma? Ouais. Ouais. Allez, on fait ça avec Joy. Oh non, elle ne mérite pas ça. Bah, Oh, regarde, elle est tellement bien. Ouais, c'est fun, mais c'est quand même un métier pour le chien, quoi. On les fait travailler. Ouais, c'est vrai. Ouais. En fait, faut que ce soit plaisir, surtout, j'imagine, que du travail pour eux. Ça, ce sera jamais un plaisir, ça, je vais pas mentir. Les tournages, c'est presque jamais un plaisir pour les chiens. Je crois que la meilleure chose que tu puisses faire, c'est faire en sorte que l'énergie soit bien dispatchée, qu'il a beaucoup de temps de repos entre et qu'il puisse se refaire là-dedans. J'ai aussi beaucoup étudié des productions américaines pour les chiens et où je voyais leur technique, où parfois ils prenaient juste 3 chiens qui se ressemblent beaucoup et se remplaçaient dépendant des scènes, dépend si ça fait un gros plan ou pas, ou les plus calmes ils les prennent pour les gros plans, les plus nerveux ils les prennent pour des plans plus larges, ou quand ils doivent faire des actions ou quoi. Moi c'est tout le temps avec des chiens de clients à moi et c'est beaucoup moins fun, quoi. Ça doit être très technique quand même. C'est très Tourner technique. avec un animal, ça. C'est très technique en vrai. Les gens ne se rendent pas compte, mais au plus il y a du mouvement et au plus le plan est long et la mise en place est complexe, au plus c'est compliqué. Tu me demandes un plan serré sur un chien qui regarde son maître, il n'y a pas de problème, ça va. Si le chien doit aller, je sais pas, d'un point A à d'un point B, ouvrir un truc, ça devient compliqué parce que parfois ils sont très spécifiques sur la race qu'ils veulent et pas toutes les races font les choses avec la même aisance et certaines demandent plus de travail que d'autres. Tout à l'heure, tu m'avais sorti une petite anecdote par rapport aussi au respect de l'animal avec un chien où il voulait du sang mais que c'était pas possible. Oui, c'est ça. En fait, malheureusement, et c'est pour ça que tout le monde doit être responsable de son poste, c'est que dans les tournages, parfois des gens dans le feu de l'action se sentent forcés de tout donner pour le film sans penser aux conséquences. Beaucoup de réalisateurs le font aussi avec leurs acteurs, où c'est voilà, l'important c'est la performance, c'est ce qu'on capte à l'image, et tant pis des répercussions que ça a pour la personne. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, le chien doit bien s'en tirer. Et là, c'était le cas où le chien devait jouer un chien mort suite à une bataille. Et donc, j'avais insisté que les colorants qui soient utilisés soient des colorants comestibles et adaptés à l'animal et rien de chimique ou quoi que ce soit, parce qu'il devait en avoir sur la peau et dans la bouche. Et quand du coup je mettais le chien en position de mort pour les keylights, en général on préfère le faire avec une peluche qui a la même texture de poil pour pas trop submerger l'animal. Là c'était pas le cas donc on l'a mis. J'ai discuté à peine quelques secondes avec le chef de file que quand je me retourne j'avais vu en fait que l'assistant de l'accessoiriste
avait mis du colorant dans la bouche du chien sans me demander. Et donc là, j'ai dû me fâcher. J'ai dit au plateau que je quittais le tournage pour emmener le chien à l'hôpital, en fait. Et du coup, ils n'étaient pas contents. Ouais, mais ça, c'est leur faute. Ouais, je leur ai dit la santé du chien avant tout. Surtout que c'est pas le mien, donc. Mais t'imagines s'il est allergique aussi à quelque chose qui est dans. Oh ouais, c'est ça. Donc, enfin voilà, heureusement on avait un contrat où je m'étais mis d'accord avec eux et c'était pas chouette parce que toute une équipe était mobilisée. Mais je dis, l'important pour moi, c'est le petit bout de chou qui survive, quoi. Oh, petit chou. Alors maintenant, on va passer à la partie YouTube. Waouh, drama, monétisation, combien est-ce que tu gagnes? Non. 3 € par mois. Alors, donc j'ai constaté que tu avais une chaîne YouTube. Oui. Bah en gros, ma chaîne YouTube, c'est Télédégondé. C'est une vidéo éducative où on parle de science, de philosophie et de, et de voiture. Non, en gros, Et en plus, j'étais prête à faire regarder. regardez, voilà, et on travaille avec Jamy. Non, pas du tout. Donc en vrai, Télédégondé, c'est une vidéo où j'ai démarré avec des vidéos humoristiques concernant Dragon Ball. Goku n'a pas toujours été teubé. Suite à ma chanson parodique intitulée « Goku devient teubé », j'ai remarqué une phrase très récurrente dans mes commentaires. « Goku a toujours été teubé ». Sapristi, aurais-je été aveuglé par la nostalgie? Et puis petit à petit, je me suis diversifié vers d'autres dessins animés, d'autres mangas. Mais moi, le but, c'est vraiment plus de faire de tout. Des sketchs, de l'humour, des interviews. C'est vraiment du divertissement à foison, quoi. Depuis combien de temps es-tu sur YouTube? Waouh! En vrai, je crois que je suis sur YouTube depuis plus de 10 ans. 10 ans déjà? Ouais, depuis plus de 10 ans, mais dans le sens où moi j'ai grandi avec les débuts de YouTube, on va dire, comme ça, et mon but c'était de faire des vidéos humoristiques, donc je faisais des vidéos d'humour, mais ça prenait pas du tout. Donc j'ai arrêté pendant un certain moment, mais je les laissais quand même en ligne. Et si j'avais 500 vues, j'étais déjà super content. Et je demandais à tonton, tantine, grand-mère de like. Chacune de mes vidéos, il y avait ma grand-mère qui commentait. Ah, c'est trop mignon. C'était trop bien. Moi, j'étais là, yes. Et qui mettait les commentaires, qui dit, ouais, ça, par contre, cette blague-là est un peu déplacée. J'étais là, ouais, oui, c'est bon. Mais, puis j'ai arrêté. Puis pendant le Covid, je m'étais mis aux imitations. Quelle attraction, hein? Dumbo, la 9e merveille du monde, le seul unique éléphant qui vole. Bon, qu'est-ce qu'on peut... En fait, je veux dire, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment peut-on... Attends, est-ce que tu crois peut-être que si jamais Ça n'est pas du poison, ça, c'est de l'extrait du lama. Oh, gars. Ouais, ça, j'ai beaucoup vu tes vidéos d'imitation. En vrai, ça montait bien par rapport à ce que c'était avant, donc je commençais à avoir plus de vues. Et là, il y avait le youtubeur Jesse Imitation qui avait mis une des vidéos en promotion, et je le remercie d'ailleurs. Et donc, il se fait appeler Jesse maintenant, pas Jesse Imitation par contre, et il veut lancer son manga, enfin son animé, donc il faut le soutenir aussi. Et du coup, en fait, il avait fait un peu la promotion, ça avait donné de la visibilité, et du coup, il y avait plein de gens qui regardaient. Et le problème, c'était qu'après est venue l'IA. Et donc, plein de gens se disaient, non, mais il imite pas, en fait, c'est de l'IA. Et donc, moi, je me suis dit, mais non, c'est ma voix, j'imite pour de vrai. Et tout disait, ouais, non, mais franchement, on dirait du playback, ton truc, donc laisse tomber. Donc, c'était pas cool. Ça a été totalement défait et j'ai pas su faire ça. Puis alors après, j'ai une directrice de prod de chez Amixem qui m'a contacté et qui m'a demandé du coup de faire des imitations pour Amixem. Mais le problème, c'est que j'avais plus fait d'imitation depuis 2 ans ou quoi. Ok, c'est génial. Moi, de toute façon, quand il y a du corporel, j'adore. Ciao, papa. C'est moi qui vais gagner la compétition des meilleurs imitateurs chez Amixem. Pourquoi il me regarde comme ça, celui-là? Tu étais dans South Park, toi, je pense. Oh non, pas du tout, man. Titeuf, on l'avait pas encore vu. Merci pour cette proposition. Ouais, tiens, bonne de petit pédocule, c'est Titeuf. Moi, je sais que je fais pas un coin chez le GG de slip, quoi. Ça va au repas de famille. Tu vas dans la catégorie verte, je pense. Merci. J'ai vu la vidéo. Et ouais.
Et ils m'ont dit en dernière minute, ouais, en fait, tu vas faire Titeuf. Et moi, j'étais là, ah, non, Ah, pas tu pouvais Titeuf, même pas choisir. Non, je pouvais pas choisir, en fait. Ils m'avaient assigné, mais c'est normal parce qu'il y a beaucoup de gens qui imitent les mêmes personnages, donc ils voulaient pas qu'on fasse. Par contre, ce qui était trop bien, c'est que j'ai rencontré plein d'autres imitateurs. Mhm. Donc, j'avais l'impression, en fait, d'avoir trouvé des frères et sœurs, mais d'une autre dimension, en fait. C'était trop bien parce que, tu vois, d'habitude, dans notre école, j'étais le seul qui faisait des imitations, Ouais, qui ouais. faisait un petit peu l'imbécile comme ça. Là, imagine-toi une salle remplie de ça. Des copains. Ouais, voilà. Ben, en fait, je disais, mais c'est trop bien, ils sont fous comme moi. Venez et tout. Donc, on passait notre temps à parler avec nos voix respectives. C'était trop bien. Et là, je me suis viandé violemment. Encore plus violemment que dans la vidéo originelle. C'est vrai? Oh, ouais. Oh, T'avais wow. Paul Mirabel qui m'avait appelé le Titeuf des Antilles. Et moi, j'étais là, mais... Oh mais non! non, pas du tout. Et en plus, en fait, pendant longtemps, ils sont en mode, mais il imite qui le mec en vrai? Non, on connaît pas. Bah écoute, va t'asseoir. Moi, j'étais là, ok. Ça fait 200 mal. km pour ça. Mais oui, surtout que c'est pas tout près, quoi. Là. Ouais, donc j'étais là, ah ouais, ok. T'avais donc les gens qui connaissaient mes imitations qui disent, ouais, mais tu nous as déçus, c'est pas bien. Mais en vrai, c'est très bien que j'ai raté ça parce que ça m'a donné un gros boost. Mhm. Parce que j'ai rencontré plein d'autres imitateurs. Même créateurs de contenu en général, et je les voyais, et j'ai dit, mais il n'y a rien de ce qu'ils font que je me sens pas capable de faire. Et du coup, le fait de m'être raté sur Amixem, le fait de m'être viandé, ça m'a donné plus de feu pour me dire, allez, j'y vais, quoi. Parce que je voyais, je me disais, voilà, je vais prouver au monde mon talent, de quoi je suis capable. Et finalement, en fait, tout le monde me voit comme le mec qui se rate. Et donc là, du coup, je me suis dit, allez, non, il faut pas s'arrêter là-dessus. Il faut maintenant se donner à fond. Et j'ai poussé. Et je pousse encore. Et on verra s'il y a un œuf qui tombe, quoi. Bah, en vrai, c'est juste mon passage, parce que moi, je me trouvais juste après un gars qui avait eu un standing ovation, Ouais. et juste avant un mec qui avait fait les guignols, je crois. Donc, moi, je viens, je me dis, allez, je vais faire mon truc, je vais faire mon personnage, et en fait, le problème aussi, c'est que j'ai imité le Titeuf du film. J'imite pas le Titeuf de la série, qui est beaucoup plus populaire. Et parce que moi, je me disais encore, tiens, mais je comprends pas, je trouve ça très, très ressemblant. Surtout qu'à un moment, les gens croyaient tellement que je faisais de l'IA que j'étais obligé de mettre l'original et puis ma performance pour bien Ouais. montrer qu'il y avait une différence subtile. Et donc, je disais, mais pourquoi je dois m'efforcer de faire cette différence sur Internet? Et c'est là, j'ai vu, en fait, le Titeuf des films, il a une voix plus grave, plus d'accent, alors que le Titeuf de la série, c'est plus fluet, c'est autre chose. Et je dis, ah ouais, c'est pour ça qu'il n'a pas la ref, qu'il n'a pas le truc. Et après, je veux dire, pour lui aussi, voilà, c'est un tournage, il voit plein de gens, Ça doit être il ne fatigant, ressent pas des aussi. dessins animés. Et dans la vidéo, je crois que c'est juste qu'après, en fait, sur le moment même, je me disais, ah ouais, bon, bah, le mec, il n'a pas le truc, c'est fini, quoi. Et... Enfin non, c'était pas du stress, c'était plus du genre de ah ouais bah merde, j'ai pas créé le moment que j'ai voulu créer, c'est dommage, mais à nouveau comme je dis, c'est trop bien parce que ça m'a donné le feu pour continuer. Et franchement, on a un petit groupe WhatsApp d'imitateurs, on se c'est soutient trop pour bien. nos projets, on essaye de et je les suis toujours tous, hein. Je regarde toujours tous leurs trucs, c'est trop bien ce qu'ils font, suivi tous les imitateurs des 50 imitateurs d'Amixem, je les aime, ils sont très bien, ils sont super forts. Je sais pas si tu as vu la deuxième vidéo. Je pense que je l'ai vu. En fait, moi, Parce que je regarde beaucoup les vidéos d'Amixem en vrai. Avec, moi, j'ai vu aucune des deux, mais je connais les gars dedans et je sais qu'ils sont très forts. Quels seraient tes objectifs futurs pour ta chaîne YouTube? Déjà, j'ai envie de reprendre beaucoup plus le chant, parce que... Ah oui, c'est vrai que tu faisais aussi des vidéos de chant et tout, je me rappelle. Ouais. En fait, pour contexte, pour les gens qui ne savent pas, moi, pour YouTube, donc j'ai commencé les sketchs petits, puis les imitations. Et de fond en comble, en fait, d'ailleurs, mais avant YouTube, c'était parce que j'étais en cours de chimie. Et j'arrivais pas à retenir les cours de chimie. Et donc, pour les retenir, je faisais des vidéos où je m'expliquais les vidéos. Enfin, les formules. Ouais. Tu vois, je me rappelle toujours, par exemple, pour faire la différence entre, en néerlandais, on appelle ça les alcanes, les alkènes et les alkines. Les degrés, je faisais une danse alcane, alkène, alkine, donc pour faire une parodie de YMCA. Et je retiens toujours grâce à ça. Et les gens de ma classe trouvaient ça très drôle. Moi, j'ai redoublé mon année. Donc ça, c'est pas avéré très efficace pour moi, mais pour les autres, ils ont réussi leur année grâce à ça. Donc je me suis sacrifié pour le troupeau. La bonne cause. Exactement. Et en fait, j'ai vu que j'aimais bien faire des vidéos, donc je suis allé sur YouTube. Puis j'ai fait les imitations.
Et puis alors après, j'ai commencé à faire des vidéos parodiques pour l'école. Et là, c'était dans un groupe privé. Ça avait C'est très drôle. Ah merci, ça me touche beaucoup. Bah, ça Ça avait a illuminé le groupe Facebook en vrai. Hein. Ouais, Facebook pour les jeunes, Facebook. C'est comme Instagram, mais pour les yeux, les gens avec les cannes. Mais ouais, oui, ils connaissent pas eux, maintenant Facebook. Ils croient que c'est un des livres avec des visages dedans. Il y a pas, je sais plus avec qui, il n'y a pas si longtemps que ça, justement, on a été retourné voir la page Facebook pour regarder tes vidéos, justement. Ah ouais? C'est peut-être avec Zigo, je crois. Ah, je sais pas. Bah, en tout cas, moi, ça fait longtemps que je les ai plus regardés, mais ce qui était bien, c'est que j'ai pu avoir du coup une audience test en fait. On Là. était tes testeurs, ok, d'accord. Voilà, vous étiez tous un peu les cobayes et bon, ça avait un succès assez relatif, mais j'étais content de voir que ça plaisait à du monde et ça motive du coup d'en faire plus parce que tu vois des gens qui en profitent et du coup, alors après de ça, j'ai su beaucoup travailler et faire des erreurs dans ce petit groupe pour pouvoir alors après transitionner sur YouTube et peaufiner mon jeu, quoi. Si quelqu'un voulait se lancer sur YouTube, qu'est-ce que tu lui conseillerais? En vrai, moi-même, j'ai pas encore réussi sur YouTube, donc... Tu t'en sors quand même pas mal, hein, quand je vois. Tant que je ne sais pas gagner ma vie avec, je suis pas satisfait. Mais ça, c'est comme tout le monde, mais je trouve que tu es quand même pas mal. Moi, je dirais, faut vraiment le faire que ce qui nous plaît, déjà, parce que si vous voulez faire la course à l'argent ou autre chose, vous n'allez pas y arriver parce que déjà, il y a l'IA. Et... en fait, je me rends vraiment compte, et je suis très content, et c'est pour ça que je suis content d'avoir continué, d'avoir beaucoup pratiqué, parce que je me suis rendu compte que ça me plaisait vraiment. Et j'ai su découvrir le type de vidéo qui me plaisait. Et franchement, parce que j'ai pas de monteur, je fais tout seul, quand tu dois faire l'écriture, le montage, et parfois pour une bête vidéo de 10 minutes, travailler pendant 2 semaines de ouf, il y a intérêt à ce que tu kiffes le sujet. Ne faites pas des vidéos pour les vues ou quoi que ce soit. Faites d'abord un truc qui vous plaît. Et je crois que si maintenant les gens voient la passion que vous mettez dans votre vidéo, c'est hyper contagieux en fait. Et moi, je préfère de loin les réactions d'abonnés qui me disent « Tu dis que de la merde, je suis pas d'accord avec ce que tu fais, mais par contre, j'ai passé un super beau moment en regardant ta vidéo » plutôt que quelqu'un qui me dit « Je suis d'accord avec toi, point barre quoi ». Faites ce que vous aimez juste, c'est le plus important. Et je suis totalement d'accord avec toi. Voilà. Mais est-ce que tu pourrais peut-être nous faire une petite imitation d'un des personnages, justement celui que tu préfères faire, une petite imitation. Oh, celui que je préfère faire. Bah, dis-moi, laquelle t'a marqué de celle que j'ai faite? Moi, je regardais souvent celle où tu faisais vraiment plein de personnages. Genre, oui, j'avais vu Titeuf, j'en avais vu plein. Mais aussi, je trouvais que tu faisais bien Stitch aussi. Ouais, Stitch, il est un peu facile pour tout le monde. Je sais pas faire Stitch, hein. Ouais, mais t'as pas une voix très grave, je crois que c'est peut-être pour ça. Attends, tu peux faire Lilo. C'est grave si je veux. Ah bah c'est Stitch. C'est pas Stitch. On a l'autre film. Même Lilo, elle est pas facile. Et c'est dur, hein, en vrai, quand tu penses comme ça. Faut analyser la voix des personnages. Et j'aime beaucoup faire les personnages des Simpsons. Bah, vas-y. Ça, j'aime beaucoup. Eh bien, si vous voulez, vous avez un pot qui est des Simpsons, où tout ce qu'il faut faire, il faut parler comme si vous aviez une grosse patate chaude dans la bouche qui veut vous toucher de Ganesh à Bingambas toute la journée. Et voilà, c'est comme ça que nous satisfaisons les gens. Abonnez-vous à la chaîne de Madi, je suis très content. Elle est plus sacrée que la plus grande des vaches, sacrée comme les vaches, plus fort que Ganesh. Balancez-lui des cacahuètes dans les commentaires. Oui. Merci. Nous allons clôturer cette interview sur cette belle imitation. Merci. En tout cas, merci d'être venu et d'avoir pris ton temps pour moi. C'est très gentil. Et vous pouvez retrouver évidemment sa chaîne juste ici. Hein. Waouh. Allez vous abonner. Allez la le magie suivre. de Mad Editing. Tada, montage. Voilà, monteuse fait apparaître des personnages que Madi va imiter maintenant. Non, mais là, tu m'en demandes trop. Voilà, ah bah moi aussi. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Allez, on se retrouve à très vite pour une prochaine interview. Et n'oubliez pas d'aller voir sa chaîne, c'est obligatoire. Yes. Bisous.